Ce soir, dans Code 24, nous vous emmenons à l'orée de la Bourgogne, dans le Morvan, où les forêts s'étirent à perte de vue et où les hommes ont tissé un lien unique avec les arbres. Car ici, le bois est roi et depuis des siècles, il est la principale ressource économique de cette région. Mais le Morvan est aussi le paradis de l'apiculture, comme en témoigne Jean-Jacques Copin qui nous explique la spécificité et la grande diversité des miels morvandeaux, là grâce à sa richesse sylvestre. Ici, dans le Morvan, tout le monde portait des sabots. Mon grand-père travaillait en sabots, les gamins allaient à l'école en sabots. Et je pense que c'est pour ça aussi que les gens aujourd'hui viennent en acheter une paire, parce que ça évoque beaucoup de choses. On va cuisiner de la forêt à l'assiette. Voilà, donc un temps de cuisson très court qui permet de garder toute la saveur du champignon. Du bois, de la friche, du bocage, donc des miels authentiques. À l'orée de la Bourgogne, les forêts s'étirent à perte de vue. Sur ce territoire rustique, partout le bois est roi. Comme dans la dernière saboterie de la région, où l'histoire débute avec un morceau de bouleau. Le Morvan, c'est un territoire assez pauvre quand même, historiquement. Donc le bouleau, c'est un bois qui n'est pas noble, qui pousse un petit peu comme du chien-dent en quelque sorte. Donc c'est pas cher. C'est une ressource qu'on peut trouver partout et à bas coût. Le sabot prolonge ainsi la longue histoire morvandelle de la boisellerie et de la connaissance des arbres. On travaille toujours le bois quand il est vert, c'est extrêmement important, parce qu'il est très tendre le bouleau quand il est vert. Donc c'est facile pour les machines, c'est facile pour le sabotier derrière aussi. Et une fois qu'il va être sec, il va être très léger et très résistant, donc c'est le candidat idéal. Confectionné à l'origine pour le travail des champs, le sabot offre 1000 vertus et presque autant d'usages. On n'a pas froid aux pieds quand on porte une paire de sabots. Le bois étant une matière isolante, on mettait ces sabots-là avec de la paille de seigle tressée, assez douce à l'intérieur. Pierre rejoue à l'identique un patrimoine familial qui remonte au début du siècle dernier. On répète les gestes du grand-père. Et c'était réellement une méthode de travail et on faisait réellement les sabots comme ça. Vous ouvrez un manuel d'histoire, vous voyez des sabots représentés. À partir du XIIe siècle, on porte des sabots en France. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose de peut-être un peu rassurant. Quand vous avez les sabots, vous êtes vraiment en lien direct avec la terre. Dans le parc naturel du Morvan, la forêt est nourricière. Au pied des arbres, le chef Salah Mollard cueille les champignons de son menu étoilé. C'est une mamie qui m'a initié pour la passion des champignons il y a plus de 40 ans en arrière. Je connais une 50aine de variétés de champignons. Et quand on dit du producteur au restaurateur, là c'est de la forêt à l'assiette et il y a une telle diversité, entre 80 et 120 espèces, voire plus, ici dans cette forêt. Armillaire couleur de miel, champignons du bouleau, autant de variétés que Francis intègre à ses menus. La recette, c'est simple. Là, ce sera un petit cocktail de champignons servi en entrée ou en accompagnement avec des escargots ou sur une truite de région, on prépare avec une garniture champignons ou alors on pourra très bien faire un petit canard au ratafia de Bourgogne et champignons. Voilà, pour faire un menu tout champignons. Dans son auberge de Carré-les-Tombes, recette minute autour du champignon. On va laisser rendre l'eau quelques instants. Ensuite, on va y ajouter la petite tombée de sel poivre. Un tout petit peu de beurre, échaloté et persillé. Un petit duo donc de pieds de mouton et de cèpe poêlé. Il y a une telle diversité d'arbres dans le Morvan, avec une diversité d'essences qui nous permet justement de découvrir et de
de récolter des dizaines et des dizaines de variétés de champignons. Nos plats sont tous préparés, je dirais, avec des produits de la terre. L'autre richesse du Morvan, c'est son miel, issu de la biodiversité de forêts naturelles. On récolte ici un miel de ronces d'exception. Le Morvan, c'est génial, c'est des petites montagnes très serrées, avec une forêt dense, avec des friches, avec des haies, avec un bocage très serré, donc le paradis pour faire de l'apiculture. La forêt favorise aussi l'éclosion de fleurs sauvages, dont les essences enrichissent les miels. L'abeille, c'est le transporteur, hein. C'est la fleur qui est amenée à la ruche. Chaque fleur a des couleurs différentes, des sucs différents. Donc dans le Morvan, ce qu'on peut faire, c'est des miels principalement de ronces ou de fleurs sauvages, c'est-à-dire sur de la fleur spontanée, ou alors des mielas, tout ce qui est issu de l'arbre, les chênes, le sapin bien sûr. La longue histoire d'un lien unique entre les hommes et leurs arbres. C'est le plus beau pays du monde. C'est à dimension humaine. Les vallées sont très serrées. Il y a des cours d'eau partout. Vous respirez. Nous sommes tous complémentaires entre la forêt, la gastronomie et les plats que nous travaillons, puisque moi c'est la nature qui parle dans mes assiettes. C'est-à-dire c'est l'amour des hommes pour leur territoire, pour la forêt, et derrière arriver de ses mains à créer quelque chose, une chose utile, et qui reste toujours dans notre quotidien. Il y a un an, Angela Merkel et François Hollande annonçaient fièrement qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu en Ukraine. Les accords de Minsk prévoyaient l'arrêt des combats et un nouveau statut pour les régions de l'Est du pays. Les rebelles, eux, s'étaient engagés à organiser des élections, mais aussi à rendre le contrôle de la frontière avec la Russie aux autorités ukrainiennes. Gulliver Krag et Elena Voloshin se sont rendus sur place afin de tenter de tirer un premier bilan. Début février, les députés ukrainiens ont reporté le vote de la réforme constitutionnelle prévue il y a un an par les accords de Minsk, mais pour certains, cela ne suffit pas. Le seul fait d'évoquer un statut spécial pour le Donbass, c'est déjà une honte. C'est jouer le jeu de Poutine. Et il n'y a pas que les radicaux pour s'opposer à ce vote, un vote qui offrirait l'autonomie aux régions de l'Est contrôlées par les séparatistes, tout en rétablissant sur le papier la souveraineté ukrainienne. La réintégration de la partie temporairement occupée de l'Ukraine ne peut avoir lieu qu'après sa libération. Autrement dit, pas tant que ces gars-là sont encore dans les parages, des combattants de la République populaire de Lougansk, pour beaucoup, des bénévoles et des mercenaires russes. C'est cette rivière qui sépare leur territoire du reste de l'Ukraine. C'est quoi ces drapeaux? Je n'arrive pas à saisir d'où ils sont d'après leur accent. Il y a un russe et les autres, je ne sais pas. Avant, ici, il y avait un ferry. Dans ce secteur, les combats ont cessé, mais les Ukrainiens disent que la nuit, les séparatistes traversent la rivière pour poser des mines. Les villages de la zone militarisée sont coupés de la capitale régionale et suspendus à l'aide humanitaire. C'est un kit pour enfants de l'ONG SOS East. J'essaye toujours d'en ramener un quand je vais là où il y a des enfants. Ici, les officiers ukrainiens s'entendent bien avec les locaux. Mais même de ce côté-ci de la ligne de front, l'amertume envers le gouvernement de Kiev est grande. J'ai travaillé 30 ans à la mine. Je n'ai même pas droit à des médicaments gratuits. Va savoir ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants. Le peuple souffre, et eux, ils ne font que voler. Yanukovych était un voleur, mais ceux-là sont encore pires. Pas vraiment de cessez-le-feu à Peski, le village ukrainien le plus proche de Donetsk. Ici, il reste à peine une douzaine d'habitants.
Les séparatistes ne respectent pas du tout le cessez-le-feu. Là, ils nous testent pour qu'on tire en retour, pour localiser nos positions. À Donetsk, les dirigeants autoproclamés accusent à leur tour Kiev de violer le cessez-le-feu. En ville, drapeau à l'appui, on clame sans cesse son indépendance. Ici, pas la moindre intention de rejoindre le giron de l'Ukraine. L'Ukraine ne respecte pas le cessez-le-feu. Elle ne vote ni la nouvelle constitution, ni la loi sur un statut spécial pour le Donbass. Mais le plus grave, c'est qu'elle ne nous consulte pas. Et si elle ne le fait pas, les accords de Minsk n'existent pas. Sans doute, Zakharchenko serait-il moins catégorique si le Kremlin exigeait de lui qu'il applique les accords de Minsk. Mais si les séparatistes dépendent toujours du soutien de la Russie, ces derniers temps, Vladimir Poutine semble enclin à vouloir reconsidérer ce soutien. Au deuxième étage de ce salon de beauté moscovite, le QG de l'Union des combattants bénévoles du Donbass. Aujourd'hui, il n'écarte plus la possibilité d'un retour du Donbass en Ukraine. L'intégration de Donetsk et de Lugansk dans une Ukraine fédérée serait une décision difficile. Une décision qui devrait appartenir au peuple de ces régions par voie de référendum. Mais la Russie est encore loin de vouloir faire des concessions, estime Stanislav Belkovski, politologue indépendant. Les accords de Minsk n'offriront à l'Ukraine qu'un contrôle théorique sur Donetsk et Lugansk, alors qu'en pratique, ces régions seront autonomes et donc contrôlées par Moscou. Si Poutine évoque un compromis, c'est pour gagner du temps, alors qu'il presse les États-Unis et l'UE de négocier avec lui un nouvel ordre mondial. Dans tout ça, l'Ukraine a le rôle du pays qui ne tient pas ses promesses. De ce point de vue, quel que soit le destin des accords de Minsk, le vainqueur, ce sera Moscou. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.